Vous savez, l'image qu'on a tous de Tintin, c'est celle d'une bande dessinée pour enfants. Une aventure propre, simple, la fameuse ligne claire. Eh bien, et si je vous disais que c'est peut-être le plus grand malentendu de l'histoire de la BD? Quand on pense à Tintin, on pense à ça, évidemment, de l'action, des couleurs pétantes, une lecture facile, joyeuse, l'image d'Épinal parfaite, conçue pour nous rassurer. Mais si on gratte un peu le vernis, la réalité est beaucoup, beaucoup plus sombre. Parce que derrière cette façade si lisse se cache une toute autre histoire. L'histoire d'un créateur totalement rongé par la culpabilité, par la dépression. Un homme hanté, littéralement, par un cauchemar qui revenait sans cesse, celui d'une page blanche infinie. Le vide. Alors accrochez-vous, on va plonger au cœur du sujet. La ligne claire d'Hergé, ce n'est pas juste un style graphique, c'est une véritable prison psychologique. Et Tintin, ce n'est pas simplement son bébé de papier, non, c'est l'instrument de son propre exorcisme. Pour vraiment tout comprendre, il faut voir la vie de Georges Aurémy, alias Hergé, comme un combat permanent. D'un côté, le protagoniste, Hergé, un homme avec un besoin quasi maladif d'ordre, de contrôle, et de l'autre, l'antagoniste, et ce n'est pas Rastapopoulos, c'est le chaos. Le monde réel, avec la guerre, le désir, le doute. Toute sa vie, il a essayé de maîtriser ce chaos en l'enfermant dans ses petites cases de BD. Allez, on rembobine. On commence par le tout début. Acte 1, la prison de la pureté. C'est l'histoire d'un homme qui, pour tenter de mettre de l'ordre dans le monde, a d'abord dû l'inventer de toutes pièces. Au début, il faut être clair, Tintin, c'est une âme idéologique. On est dans les années 20-30. Guidé par son mentor, l'abbé Vallès, Hergé crée des albums de pure propagande. Tintin au pays des soviets est violemment anticommuniste, Tintin au Congo est terriblement colonialiste. Plus tard, Hergé appellera lui-même ses œuvres son péché originel. Il crée un monde faussement pur, basé sur des préjugés. Il est prisonnier de son idéologie. Et puis, en 1934, tout bascule. Alors qu'il s'apprête à dessiner une histoire sur la Chine remplie de clichés, des étudiants chinois le contactent. Il lui présente un jeune artiste qui va absolument tout changer. Un homme qui va changer sa vie et son œuvre pour toujours. Chang Chongzhen. Et là, le changement est radical. C'est un avant et un après. Avant Chang, l'œuvre d'Hergé est guidée par l'idéologie, les stéréotypes. Après Chang, elle est guidée par l'humanité. Chang lui ouvre les yeux sur l'art, la poésie, mais aussi sur la terrible réalité de l'invasion japonaise en Chine. Hergé comprend que son monde d'ordre était basé sur un mensonge. Alors, geste incroyable, il brûle son scénario et il recommence tout. Le Lotus bleu devient sa première aventure documentée, sa première aventure morale. On avance dans le temps et on arrive à la période la plus sombre. Acte 2. Les antidépresseurs en temps de guerre. Cette fois, le chaos du monde réel frappe violemment à sa porte. En 1940, les nazis occupent la Belgique. Hergé se retrouve face à un choix moral impossible. Arrêter de travailler? Résister? Collaborer? Il va choisir une voie médiane, celle de la compromission. Il continue de publier les aventures de Tintin dans le journal Le Soir, un quotidien contrôlé par l'occupant. C'est une décision qui le rongera de culpabilité jusqu'à la fin de ses jours. Alors, pour survivre psychologiquement à cette période, il s'évade. Puisqu'il ne peut plus parler de politique, il va inventer l'aventure pure. C'est là qu'il crée le capitaine Haddock, dans le Crabeau Pince d'Or. Il enchaîne avec l'Étoile mystérieuse, le Trésor de Rackham le Rouge. Mais le point crucial ici, c'est que ces albums ne sont pas juste des aventures pour nous, les lecteurs. Ce sont des antidépresseurs pour lui, leur créateur. Une fuite pour ne pas voir le monde en train de brûler. À la Libération, en 1944, le réel le rattrape brutalement. Il est arrêté, accusé de collaboration. Et c'est Tintin qui va le sauver. Le personnage est tellement populaire que la pression du public le fait relâcher. Mais imaginez le paradoxe terrible. Hergé est désormais prisonnier de l'image de pureté de sa création, alors que lui se sent profondément sale. Le conflit intérieur est à son paroxysme. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la crise. Acte 3, le cauchemar blanc. De l'extérieur, tout semble aller pour le mieux. Mais à l'intérieur, c'est l'effondrement total. On est dans les années 50. Hergé est une star mondiale. Il a ses propres studios, il est riche, il est célèbre, mais en privé, il est plus malheureux que jamais. Il est piégé dans un mariage sans amour, il est tombé éperdument amoureux d'une jeune coloriste et il est complètement écrasé par la machine Tintin qui l'empêche même de dessiner. Et c'est là que le symptôme apparaît. Un cauchemar terrifiant qui revient nuit après nuit. Il ne rêve pas de monstres, non. Il rêve de blanc, d'infinies étendues de neige, de murs blancs. Le vide absolu, le néant. En fait, c'est sa propre ligne claire qui revient le hanter, qui menace de le dévorer. C'est le symbole de sa stérilité, créative comme personnelle. En pleine dépression, il va voir un psychanalyste. Et le diagnostic tombe. C'est brutal, c'est une sentence. Vous êtes en crise profonde. C'est l'œuvre de votre vie qui vous détruit. Vous devez arrêter.
Vous devez détruire Tintin. Détruire Tintin ou mourir lui-même. Face à ce dilemme, Hergé va faire un troisième choix, un coup de génie. Il ne va pas tuer sa création, il va l'utiliser pour se sauver. C'est le début de son exorcisme dans l'Himalaya. Le résultat, c'est Tintin au Tibet. Et cet album, ce n'est pas une aventure, c'est une psychanalyse sur papier. Il n'y a pas de méchant. L'ennemi, c'est le paysage blanc lui-même, la matérialisation de son cauchemar. La quête, c'est de retrouver Chiang, son ami perdu, le symbole de sa propre pureté disparue. Et le monstre, le Yéti, c'est Hergé lui-même, c'est sa part d'ombre, sa culpabilité. Et le rebondissement est juste incroyable. Ce monstre, en fait, il n'est pas méchant, il est juste seul. Tintin ne tue pas le Yéti. Il le comprend, il l'accepte. Et en faisant ça, en réalité, c'est Hergé qui accepte enfin sa propre part d'ombre. Il intègre ce chaos qu'il a toujours voulu combattre. On dit qu'en terminant l'album, il a pleuré. L'auteur, pas le personnage. Et ses cauchemars blancs se sont arrêtés. Pour toujours. L'exorcisme a fonctionné. Hergé est guéri. Et cette guérison, elle va transparaître de façon spectaculaire dans son travail. C'est la résolution, la paix de Moulinsart. La preuve ultime de cette guérison, c'est l'album suivant, Les bijoux de la Castafiore. C'est l'anti-aventure par excellence. Il ne se passe quasiment rien. Pas de voyage, pas de méchants, pas de complot. Toute l'histoire se déroule à la maison, à Moulinsart. C'est le calme après la tempête. Hergé a enfin trouvé la paix. Au final, on se rend compte qu'on ne lit peut-être pas Tintin juste pour l'aventure, mais pour observer case après case un homme se débattre avec ses propres démons. Tintin n'était pas son enfant de papier. C'était son divan de psychanalyste. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et si la plus grande, la plus folle des aventures de Tintin n'était pas finalement celle de son créateur ?